nom est Louis-Albert de Broglie et je suis l'heureux dépositaire de deux lieux historiques, effectivement, le château de la Bourdesière en Touraine et la maison d'Hérold, qui est une maison bicentenaire. Alors, mon parcours est un parcours, j'allais dire, chaotique. J'ai passé 15 ans chez les Jésuites, j'ai fait des écoles de commerce, puis ensuite je suis devenu banquier, personne n'est parfait, et de la banque où je m'occupais de fusion-acquisition et j'ai vécu en Inde plusieurs années, passé beaucoup de temps en Amérique latine. Je suis devenu entrepreneur et la première entreprise est une entreprise d'achat et de restauration d'un monument historique, le château de la Bourdesière en Touraine, au cœur des châteaux de la Loire, avec ses jardins, qui m'ont conduit à semer les premières graines d'un parcours éco-concerné, j'allais dire, éco-conçu, qui a débuté par ce regard sur la diversité du vivant, avec la création du Conservatoire de la tomate, puis le rachat de la Bourdesière, le rachat d'Hérold, qui était une société scientifique et pédagogique, qui pour moi allait donner du sens à cet engagement que j'avais de préserver la biodiversité et surtout de m'opposer au brevetage du vivant. Et puis, la maison d'Hérold est une maison dont on ne soupçonne pas l'universalité du langage, celui de la pédagogie par l'image, mais en même temps celui du regard, de l'observation, de l'émerveillement sur la préservation du vivant. On a redonné à d'Hérold son ADN en faisant en sorte que d'Hérold rentre à nouveau dans les classes avec un kit pédagogique sur le développement durable. d'Hérold est devenu partenaire officiel de la COP21, à une convention cadre avec l'UNESCO, et d'Hérold aujourd'hui dessine, conçoit des espaces, des quartiers, avec des projets de parcs culturels en Chine, de quartiers du 9e quartier de Versailles, que nous avons co-conçu avec ICA de la Caisse des dépôts, mais en même temps des projets au Portugal de préservation d'écosystèmes naturels, en, j'allais dire, luttant contre une artificialisation des sols et la spéculation immobilière, et en proposant comme alternative des écosystèmes autonomes et résilients qui correspondent aux grands enjeux, aux grands défis de notre temps. Voilà mon parcours. Alors, comment passons de la banque au château? On sort de la porte de la banque et on rentre par les grilles du château. C'est à peu près ça. D'abord, j'ai été élevé dans des lieux historiques, des monuments historiques, comme à Broglie, où j'ai passé toute mon enfance. Et donc, j'étais très sensible à la cause de la préservation de notre patrimoine, sur le plan de son architecture, bien sûr, mais sur le plan de tout ce que représente, pour reprendre un mot qu'on a un peu banalisé, qui est l'écosystème lui-même de ces maisons. Que ce soit une maison qui a un potager, qui a une ferme, qui a un parc, qui a une forêt, et qui donne de la vie. Or, tous ces lieux sont des lieux de vie, et quand on les abandonne, ils deviennent des lieux morts, et pourtant, ils ont traversé les siècles. Et quand j'ai découvert le château de la Bourdesière entre la Loire et le Cher, j'ai été sous le charme d'une maison qui avait appartenu à notre famille, et je me suis dit, j'allais dire, l'enjeu vaut de se battre pour un tel patrimoine, et nous l'avons racheté avec mon frère, puis j'ai acheté les parts de mon frère pour en faire un lieu laboratoire sur tous les grands enjeux qui m'intéressent, effectivement, biodiversité, préservation de la forêt, bien-être, micro-ferme. Donc voilà, on passe de la banque à un château, probablement par conviction, et surtout on est amené à bien comprendre ce que sont les enjeux que porte la préservation de ce patrimoine. Alors, quand on arrive à la Bourdesière, on le voit camper sur une colline. C'était un peu le château de la Belle au bois dormante. Ce qui m'a frappé, c'est que sa construction médiévale, ancienne, sur une terrasse, reconstruite à la Renaissance, puis ensuite avec un jardin potager 19e et un parc 19e, il y avait une richesse qu'il fallait réveiller, et cette richesse, effectivement, elle allait des jardins, mais en même temps du bâti, et à l'intérieur, c'est d'une tristesse, ça avait été une maison de retraite pendant près de 40 ans, il fallait lui redonner une fonction, ce que nous avons fait
avec le château-hôtel et puis évidemment avec les jardins ouverts au public. Alors, le château a été érigé comme une forteresse par le maréchal de Boucicaut, nous sommes au XIVe siècle. C'est un maréchal guerroyeur, mais en même temps avec une devise formidable, ce que vous voudrez. Il aimait les femmes. Et cette propriété a échu à une famille un peu plus tard, au XVIe siècle, à la Renaissance, les Babous de la Bourdaisière, à travers les Gaudin. Les Gaudin, Marie Gaudin était une très belle femme qui avait été la maîtresse, disait-on, de François Ier, du pape Clément VII, mais en même temps de Charles Quint. Donc elle faisait, si je puis dire, le grand écart entre deux hommes qui se sont battus. Et la Bourdaisière était une demeure reconstruite par les faveurs de François Ier pour Marie Gaudin, qui avait épousé Philibert Babou, qui était le grand argentier du roi, grand maître d'hôtel du roi. Et effectivement, la Bourdaisière était devenue une propriété qui donnait sur le Cher avec tous les artifices de l'élégance et en même temps ces communs très très beaux qui subsistent. Puis un peu plus tard, cette maison est devenue la maison de son arrière-petite-fille, Gabrielle d'Estrées. Gabrielle d'Estrées, on la connaît, favorite d'Henri IV, qui aurait séjourné à la Bourdaisière et dont le fils est devenu le propriétaire de Chenonceau et César Vendôme. Et donc la Bourdaisière est un lieu de femme, effectivement. Mais un peu plus tard, la Bourdaisière a changé de très nombreuses fois de propriétaire pour devenir la maison du prince de Fürstenberg. Alors c'est amusant parce que nous sommes place Fürstenberg et c'était le même cardinal, mais le prince Pignatelli et puis les Bourbons-Penthièvre. Et donc à la Révolution, une grande partie de cette maison qui avait été détruite, d'ailleurs j'oublie que ça avait été la propriété de Choiseul. Choiseul l'a fait détruire pour en utiliser une partie des matériaux pour reconstruire la pagode de Chanteloup. Il avait échangé cette maison au duc de Luynes contre les terres de Cinq-Mars. Et la Bourdaisière donc a été démantelée et reconstruite par le baron Joliet au XIXe, qui en a fait une propriété un petit peu, j'allais dire, de rapport. Il avait des chevaux, il avait un parc qu'il avait planté. On avait supprimé tout ce grand potager, j'allais dire, à l'ouest. Et puis on a refait un potager, j'allais dire, pour une maison qui avait besoin d'une bonne table. Et cette maison a été, j'allais dire, modernisée, donc avec des pièces beaucoup plus petites. Le château est devenu un château avec néo-renaissance, avec son charme, mais toujours, encore une fois, avec ses communs préservés, cette terrasse et ses douves tout à fait préservées, donc signant, encore une fois, les périodes passées et toute cette élégance. Et puis, effectivement, au XXe siècle, malheureusement, une grande partie du parc avait été rasée, conservant tout de même les très très belles essences, les séquoias, les cèdres plantés il y a 150 ans, 180 ans, à la grande période romantique. Et puis, dans le fond, ce château, sur cette plaine, entre ces clos de vignes, dont nous avons encore quelques vignes, eh bien, a retrouvé, après avoir été une maison de retraite, comme je le disais, une vie pour accueillir, comme dans le temps finalement, ceux qui veulent visiter les châteaux de la Loire, mais pas uniquement, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent s'y reposer. Et les derniers projets de parcours bien-être que nous avons créés dans le parc montrent que c'est un lieu qui parle de bonne nourriture, avec le potager, le conservatoire de la tomate, la micro-ferme, mais en même temps de bien-être, avec l'exercice physique, le wellness, le consciousness, le fitness, c'est-à-dire tous ces mots qui expriment la méditation, le yoga, la course à pied, la marche, l'observation, la sylvothérapie. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous en faisons un laboratoire, une école du vivant pour toutes les générations. Quelle est ma pièce favorite? Alors j'adore le grand salon, dont un professeur qui était venu au moment où nous avions acheté le château avait eu cette phrase étonnante. Il avait touché la porte qui avait été repeinte. Il avait dit « Sigille la balle d'une femme qui a voulu tuer son mari qu'il avait trompé ». Alors on a cherché la balle, on ne l'a pas trouvée, mais c'était sur la porte du grand salon, sur lequel effectivement vous avez une cheminée Renaissance avec au-dessus
l'explication est le tableau de Gabrielle Estrée qui est resté là, la duchesse de Beaufort, et qui est un très beau tableau. Pourquoi pas? Alors l'intérêt de la tomate vient tout simplement du fait que quand j'ai vu le potager 19e, j'étais émerveillé. Je me suis souvenu du potager de mon enfance en Normandie, dont on avait évidemment, à partir dans les années 80, réduit considérablement l'usage, pensant qu'un potager ça coûte toujours trop cher. Et puis j'ai commencé à travailler dans le début des années 90, à chercher des variétés anciennes, et à travers Cocopelli, qui s'appelait Terre de Semences auparavant, Philippe Desbrosses, donc c'est pour défendeurs du vivant. J'ai commencé une collection qui avait certes 30 variétés de tomates, mais des collections de basilic, d'origan, de menthe et bien d'autres choses qui venaient du monde entier. Et j'ai découvert à ce titre-là que la diversité végétale, on n'appelait pas encore le mot biodiversité n'existait pas, était un émerveillement, pas simplement visuel, mais en même temps gustatif. Aujourd'hui, on dessine un potager au pied de l'UNESCO qui va symboliser l'alimentation de qualité et le jardin potager, j'allais dire, familial et universel. Ça m'a apparu dans les années 90 tellement important de se préoccuper de ce qu'on avait dans son assiette. Et puis en 95, vous avez vu les enjeux ou les sujets de dioxine, de malbouffe, de différentes maladies de conduisent au diabète, à la maladie de Parkinson. Et du jour au lendemain, les gens se sont préoccupés de mon potager où j'avais à ce moment-là déjà 300 variétés de tomates. Mais encore une fois, par coquetterie. Donc on était loin de la vache folle et de tout cela, et du coup les journalistes se sont posé la question, et de là je me suis dit on va en faire un conservatoire, et c'est devenu conservatoire en 96 ou 97, avec plus de, aujourd'hui, 700 variétés cultivées. Alors on a plusieurs projets à la Broderdière, le parcours bien-être qui sera inauguré en septembre. Nous avons dans les caves, 25 000 m² de caves, un projet de musée, un muséographique sur les racines du vivant. Et puis nous avons différents projets concernant la transformation de la micro-ferme qui avait été sélectionnée pour Ferme d'Avenir comme ferme modèle, en d'une part une ferme un peu plus productive pour les tomates, pour pouvoir transformer les tomates et montrer que la transformation c'est l'élément important de la culture de variétés anciennes, et créer ce qu'on va appeler un potager perpétuel dans l'esprit du potager avec de l'agroforesterie dans une autre parcelle, de sorte à avoir quelque chose encore de très démonstratif, car la Broderdière est un lieu démonstratif. Alors, Desrolles était pour moi, qui m'intéressait à tous ces enjeux de pédagogie autour de la diversité végétale, une société scientifique, pédagogique, historique, certes un cabinet de curiosité, mais quand on connaît Desrolles est une société qui a été présente dans plus de 125 pays dans le monde. Donc c'est un lieu unique au monde, mais en même temps un lieu dont l'ADN, dont les valeurs portent, j'allais dire, toutes les générations à s'interroger sur non plus comment observer le vivant, mais comment préserver le vivant. Et donc quand j'ai pu, par le plus grand des hasards, acheter Desrolles, je me suis aperçu que j'achetais une partie d'un patrimoine universel qui appartenait à tous, qui a suscité tellement d'engouement et en même temps pour beaucoup ont permis à certains de devenir professeurs de sciences naturelles, chercheurs qui ont débuté des carrières et dans les sciences et en même temps dans l'observation du vivant. Et donc Desrolles pour moi était avant tout une société qu'il fallait sauver, parce qu'elle était en quasi-faillite, mais qui devait porter ces valeurs, encore une fois, de la préservation du vivant, ce qui nous a conduit à créer ces nouvelles planches Desrolles pour l'avenir, conduit à développer avec Jean-Michel Blanquer d'ailleurs un kit pédagogique pour les écoles, avoir notre accord cadre avec l'UNESCO, puis être partenaire officiel de la COP21 pour l'éducation, puis dessiner aujourd'hui des écosystèmes autonomes et résilients, comme le projet qu'on mène à Versailles avec ICAD, la Caisse des dépôts, création du 9e quartier de Versailles, ou ce projet que nous avons signé devant les présidents M. Macron et M. Xi Jinping en Chine, près du parc de Panda, qui est ce grand parc culturel, pédagogique et artistique avec un grand musée sous forme d'une arche de Noé. Et puis il y a d'autres projets sur lesquels nous travaillons de toutes sortes, donc ce serait long de
de les lister, mais ça veut dire que Desrolles est l'élément probablement le plus enthousiasmant, mais qui a débuté avec une graine qui était celle du regard que m'a donné Labourdésière sur tous ces sujets du vivant. Oh, les anecdotes sur Desrolles sont légion. Celle un jour de Woody Allen qui demande de venir tourner Midnight in Paris parce que effectivement tous les surréalistes, artistes venaient s'inspirer de Desrolles. Évidemment, celui qui venait nous livrer et voulait qu'on expose des soi-disant des personnes qui avaient été embaumées. Donc on ne savait plus quoi dire, et surtout on ne voulait pas qu'il arrive avec ses cadavres embaumés, mais Desrolles effectivement regorge de petites et de grandes histoires d'enfants merveilleux. Lorsque Desrolles a brûlé, j'ai vu dans les yeux d'un enfant qui a ouvert un tiroir qui était à moitié cramoisi et qui avait 2 papillons morpho-impérialistes qui avaient été totalement conservés alors que le plus grand des spécialistes était là et voyait avec le même regard illuminé ces 2 papillons en parfait état et se dit mais l'incendie a ravagé tout mais a préservé ces 2 morphos qui ont une histoire évidemment très particulière. C'était des papillons sachés par les bagnards à Cayenne et dont les impérialistes se réveillaient le matin très tôt et c'était très difficile de les saisir et de les collecter. Et bien ils étaient là. Et donc le regard commun de ce monsieur qui avait près de 70 ans et de cette jeune fille qui avait 8-9 ans m'est resté parce qu'encore une fois on était dans le brouillard et dans l'effondrement et il y avait la vie qui était là dans toute sa beauté. Alors cette devise, évidemment, pour l'avenir, qui est la devise des Breuil, est une devise de gens qui sont engagés généralement et les générations depuis le premier qui est venu au XVIIe siècle a montré que nous sommes, en tout cas je l'espère, de ceux qui pensent que servir la cause générale, j'allais dire plus résilient que celui d'être plus occupé par peut-être d'autres sujets plus personnels. Pour l'avenir, pour le patrimoine, c'est pour moi la vraie définition. Le patrimoine vient du passé, il est notre racine, il est notre raison d'être et le vrai sujet, c'est que aujourd'hui, quel que soit le pays, on veut tout lisser, la culture, l'appartenance, la mémoire, le souvenir. Le patrimoine, c'est ce qui fait que lorsqu'on se souvient d'un patrimoine qui est dans notre territoire, on se souvient de la différence avec un autre territoire. On se souvient de l'histoire de ce territoire. Il faut réenseigner le patrimoine. Mais le patrimoine, matériel et immatériel, qui est un sujet évidemment porté par l'UNESCO, ce n'est pas uniquement un patrimoine bâti, c'est aussi bien une chanson, un livre, une plante, une recette, un regard, c'est effectivement une odeur, le vent, c'est tout ce qui constitue la mémoire collective et individuelle qui doit défendre notre raison d'être. Donc le patrimoine pour l'avenir, c'est notre raison d'être. Desrolles a été fondé en 1831 par une famille, les Desrolles, qui était avant cette période-là, perruquier à Tournai et tapissier, pas au Gobelin, mais j'ai oublié où. Et donc, à la crise, à la fin du 18e, de ces deux, j'allais dire, activités, eh bien, ils sont devenus naturalistes dans 2 grands musées, un en Belgique et puis à Lille. Et puis ils ont commencé à parcourir le monde pour créer des collections des cabinets de curiosité pour des grands commanditaires, les Fournier, les Rothschild et ainsi de suite. Et ils ont débuté au moment, à la moitié du 19e siècle, lorsque l'école veut avoir un programme de sciences naturelles, le programme de sciences naturelles. Et Desrolles fournissait des catalogues sur la géologie, la botanique, la zoologie, la physique, la chimie, le corps humain, l'alcoolisme, la santé, l'hygiène, pardon.
au moment où effectivement le monde partait de la campagne, allait dans les villes, il fallait tout leur enseigner, l'agriculture. Et donc les fameuses planches d'Hérold que l'on connaît, et le succès de nos ouvrages, le son de choses, ont démontré que tout ça est une culture, j'allais dire, très populaire, mais en même temps, elle est très intégrée dans notre histoire, et ça fait partie de notre patrimoine. D'Hérold fait partie du patrimoine national et fait partie du patrimoine universel, car c'est la dernière entité de la sorte qui existe. Alors la marque Le Prince Jardinier, c'est simplement un surnom qu'on m'avait donné, qu'une jolie journaliste m'avait donné dans les début des années 90, quand elle me voyait me promener avec un grand tablier. Et comme la nature a hors du vide, que je m'étais aperçu que tout était moche dans le jardin, tout était devenu du plastique, des objets qui se cassaient, je m'étais dit, mais pourquoi ne pas avoir des beaux objets dont les arrosoirs qui servent aussi bien à arroser les plantes que servir du vin, des fourches, des grattoirs qui auraient pu servir ou à retourner les pâtes, des tabliers qui servent aussi bien, ou des gilets qui servent aussi bien à faire du jardin que de la cuisine, que d'être là pour vous protéger quand vous sculptez, vous peignez, et ainsi de suite. Et donc tout a plusieurs utilisations, et on ne les jette pas, on les garde éternellement. Et je suis ravi de voir des gens et dans la rue qui portent et qui arborent le chapeau, le gilet, les chemises, et des objets qui restent, qui traversent les générations, comme dans le temps, comme les taillandiers faisaient des très beaux objets et on les avait. Donc j'ai créé cette marque. Cette marque a été distribuée dans le monde entier et aujourd'hui on continue, mais on fabrique quasiment tout en France. Donc ça, c'était le grand sujet qui a réduit notre activité, mais qui l'a au moins réancré dans son territoire français. Alors les matériaux, évidemment, c'est coton, du lin, du jute, ou du bois, de l'inox, ce sont du laiton, donc c'est véritablement aussi bien, mais on dessine ces chaises dans lesquelles je suis assis, aussi bien que des vêtements. Je tiens à préciser que ma veste ne vient pas du Prince Jardinier pour une fois.